bon matin à tout le monde. C'est difficile de passer après un artiste aussi profond et qui a évoqué beaucoup de choses et très fondamentales. Et c'est d'autant plus difficile que je suis dans une position effectivement assez particulière, parce qu'effectivement quand Alison m'a contactée, je lui ai dit mais je ne pense pas que j'ai ma place dans un colloque d'éthique appliquée. Et puis nous avons commencé une très très fructueuse conversation pour me rendre compte en fait que je vous dis dans la salle il y a toute une série de gens proches et que c'est pour moi une sorte de ressource, parce qu'il y a au tout début de ma thèse, il y a une petite vingtaine d'années, j'ai même eu le plaisir d'entendre Georges Legault à Louvain. Et donc voilà, la boucle est bouclée quelque part, c'est sans doute pas un hasard. Mais effectivement, je suis sociologue et politologue, et donc je vais parler quand même d'un point de vue très très autre, d'une autre perspective, et en même temps, vous allez voir, je suis les deux pieds dans la théorie de l'école de Francfort, donc en fait, on est tout proche. Donc au nom du travail, repenser l'entreprise dans une perspective démocratique, c'est ce que Alison m'a demandé de vous présenter aujourd'hui pour contribuer dans votre effort d'ouverture, je pense, sur différents champs pratiques dans lesquels l'enjeu de l'éthique appliquée se déploie. Donc je vais vous faire une présentation assez simple. J'avais pris je vais prendre ma montre là pour... Donc j'ai évidemment beaucoup trop de choses à dire et je vais essayer d'être cohérente en la petite trentaine de minutes que j'ai. Penser le travail pour penser l'entreprise. Ça va être ça les deux moments. Penser le travail, bon ça c'est un univers du travail qui effectivement ressemble plus vraiment à l'univers du travail qu'on connaît aujourd'hui. Aujourd'hui on est dans une société dans le monde occidental où plus de 80% de l'emploi se trouve dans ce qu'on appelle l'industrie des services. Et quel est l'enjeu là? C'est que en fait tous les outils qu'on a, l'héritage intellectuel qu'on a pour penser le travail, au fond se réfèrent à un autre monde que le monde qui est le monde dans lequel les gens vivent le travail. Et ça demande, ça exige, je pense, de profondément repenser notre théorie du travail, c'est-à-dire notre compréhension de ce qu'est le travail, et ça en étant complètement sensible à ce que les gens qui travaillent font quand ils travaillent. Donc c'est une perspective pragmatiste qui va être la mienne, même si effectivement je la développe pas comme ça, mais il y a énormément d'écho avec tout ce qui a déjà été dit. Alors, pour faire un petit contraste, d'abord, je dirais, voilà, la formule classique pour penser le travail, c'est penser que le travail, c'est un instrument pour gagner sa vie, hein, pour générer un salaire. Ça, c'est au fond la perspective assez frustre, qui est la perspective qui est toujours celle de la théorie économique standard. Mais le problème, c'est que ça n'a pas grand-chose à voir avec la réalité. C'est une sorte de fiction, c'est une fiction qui peut arranger certains intérêts parce que on raconte une histoire quand on dit ça, mais en fait, c'est pas ce que les gens vivent quand ils sont dans le travail. Et ça, c'est au fond le grand déploiement de la rationalité instrumentale chère à l'école de Francfort, effectivement. Mais le monde n'est pas que le grand déploiement de la rationalité instrumentale. En fait, quand on se penche sur ce que les gens vivent au travail, et je pense que ça va faire un écho immédiat avec ce que vous vivez dans vos interventions, c'est que le travail est mieux compris comme une expérience qui est à la fois expressive, c'est-à-dire du domaine du sens, le sens que les individus vont donner à leurs actions. Bien entendu, il y a une composante du rapport au travail qui va être une composante instrumentale. Les gens valorisent évidemment le fait d'être payés pour leurs prestations, c'est fondamental. Il y en a qui ne sont pas assez payés d'ailleurs, et c'est un vrai problème. Mais si vous voulez, une fois que l'aspect de compensation matérielle est pris en charge, il y a une quantité de signification qui va être beaucoup plus déterminante que la question de la compensation. Et ce, même pour... J'ai travaillé sur les caissières de supermarché, c'est là-dessus que j'ai fait ma thèse de doctorat en sociologie à Louvain, et c'est elles qui m'ont appris ça. Cette compréhension du travail comme une expérience expressive, publique et politique, c'est les caissières de supermarché qui m'ont appris ça.
Expressif, je l'ai dit donc, d'abord, avant tout, un rapport au sens. C'est se sentir utile vis-à-vis de ses collègues, ou bien, si on est professeur d'université, dans sa contribution à la société en général. Chacun va évidemment avoir sa compréhension de sa propre contribution sociale, mais un sentiment d'utilité, un sentiment d'être inclus dans le tissu social, toute une série donc de composantes qui sont vraiment de l'ordre expressif. C'est aussi aujourd'hui être inscrit dans l'espace public. Ça, c'est fondamental puisque ça va nous permettre, si vous voulez, de nous décrocher par rapport à tout le fond de compréhension classique du travail, qui voit le travail comme quelque chose qui se passe dans un espace domestique, de type privé, où il y a un donneur d'ordre qui vous met au travail et vous êtes un subordonné. Je vais revenir à ça parce que c'est fondamental dans le fait qu'aujourd'hui, en fait, les gens ne vivent plus ça. Les gens, en tout cas, ils attendent de vivre ça, même si on est dans un univers complexe. Évidemment, le monde est structuré d'une certaine manière. Et je vais y revenir, mais politique, le travail comme une expérience fondamentalement politique, politique au sens de la mobilisation des conceptions du juste et de l'injuste dans une référence à des collectifs. Il y a un grand malentendu, je pense, sur ce qu'est aujourd'hui l'expérience de la flexibilité. Si tout le monde est d'accord là-dessus, si vous êtes dans n'importe quelle entreprise ou école de commerce, on vous dira qu'on a besoin de flexibilité, de souplesse pour organiser les horaires de travail, les équipes, l'assignation des tâches, les projets futurs, etc. Oui, mais la sociologie du travail comprend toujours ça comme une expérience d'individualisation. Et on s'arrête là et on voit une sorte de déclin comme ça par rapport aux vieilles solidarités. Oui, mais au fond, il y a beaucoup plus que ça. Il y a dans cette expérience de la flexibilité, de la part des individus, une sorte d'expérience au quotidien constante de positionnement par rapport à des collectifs de travail qui sont à constituer, en train de se constituer, etc. Et qui sont lus, cette expérience d'inscription des collectifs de travail est lue au travers des conceptions de l'individu sur le juste et l'injuste. Et au fond, ce que j'ai vu, moi, dans l'expérience du travail, et ce que je continue à voir via d'autres enquêtes, c'est que cette expérience politique qu'est le travail est pétrie, si vous voulez, par une attente qui est ce que j'appelle une intuition critique, là, dans une inspiration de l'école de Francfort, une intuition critique de la justice démocratique. Les individus, au fond, attendent dans leur expérience de travail de pouvoir peser sur ce qui les concerne. Mais ce n'est pas comme ça que les milieux de travail sont organisés. Là, je fais référence effectivement à cet ouvrage critique politique du travail, si vous voulez aller plus loin. Mais donc, le travail, il est fondamental de comprendre que dans ma perspective sociologique, j'y rentre comme une expérience pratique. C'est pas une question de compensation, ça devient une question de compensation, c'est d'abord une expérience pratique. On est dans la praxis. Et cette expérience pratique aujourd'hui, dans ce contexte d'économie de service, est pétrie par ce que j'appelle l'intuition critique de la justice démocratique. Alors je vais définir, moi je ferai une référence à Dewey, une seule, mais de la démocratie comme, ce que démocratie veut dire est que l'individu doit participer à la détermination des conditions et des objectifs de son propre travail. Et au fond, quand vous écoutez ce que les gens ont à dire sur leur travail, les critiques qu'ils ont à faire, sur les petits conflits, les gros conflits, le petit problème de savoir où ils s'asseyent dans l'espace de travail, s'ils ont un bureau fixe ou pas, un poste, ou les grands conflits sociaux majeurs, restructuration d'entreprise, que sais-je, eh bien, il y a cette attente de pouvoir peser sur ces conditions qui les concernent. Et j'avais prévu un tout petit point, je vais faire d'épistémologie pour vous expliquer qu'en tant que sociologue, effectivement, la démarche d'enquête qui est la mienne, c'est une démarche de sociologie compréhensive, critique. Et en cela, donc, c'était pas un hasard sans doute, mais ici je faisais référence à Habermas, grand héritier de la deuxième génération de l'école de Francfort, qui théorise l'idée qu'au fond, la science, c'est d'abord un rapport au monde, en fait. Et le rapport du scientifique au monde, il est informé par un intérêt, dit Habermas. Il parle d'intérêt de connaissance. Et l'intérêt de connaissance qui vous guide quand vous êtes un chercheur peut être, il en identifie trois. Il dit au fond, il y a trois grands intérêts de connaissance. Il y a l'intérêt de contrôle,
Ça va être l'intérêt de l'ingénieur qui veut que son pont tienne, il veut contrôler le phénomène naturel de la gravitation. Ça va être le médecin qui veut contrôler la maladie en vue de guérir le patient. Il y a l'intérêt d'intercompréhension, l'historien, le psychologue veut comprendre l'autre, et puis il y a l'intérêt d'émancipation. C'est ce qu'il identifie comme l'intérêt porté par les sciences sociales critiques. Émancipation qui vient du latin a manu capere, cesser ex manu capere, cesser de prendre par la main. C'est ce que faisait le maître quand il affranchissait son esclave. L'esclave rendu homme libre, il lui lâchait la main, parce que la manière d'acheter un esclave sur le forum, c'était de lui prendre la main. Et cet intérêt d'émancipation, donc là je ne vais pas prétendre que je suis une scientifique neutre, mais c'est important je pense pour que vous compreniez quelle est la posture, et en ça, évidemment si on rentre dans une discussion sur l'éthique, de mon point de vue, les sciences ont toujours une dimension éthique. Toujours intimement constitutive. Je parle du point de vue de l'intérêt d'émancipation. J'essaie que mon travail puisse servir cet intérêt d'émancipation. Et l'intérêt d'émancipation d'une société démocratique, c'est d'essayer de pouvoir donner à la société démocratique, à ce démos, les moyens de se comprendre les enjeux auxquels il fait face et pouvoir mieux faire des choix qui vont servir son projet démocratique, c'est-à-dire la capacité individuelle de chacun à vivre une vie émancipée, mais aussi collectivement. Alors, je n'ai pas trop le temps, évidemment, d'approfondir cette question du caractère politique du travail, mais comme c'est fondamental, je vais dire ceci. Au fond, l'idée, c'est que dans les milieux de travail aujourd'hui, c'est ma compréhension, il y a une pluralité de conceptions sur le juste et l'injuste. Je ne suis pas en train de prétendre ici que tout d'un coup, tout le monde serait aligné sur une même valeur, ce n'est pas du tout ça l'idée. Au contraire, il y a un fort pluralisme dans les milieux de travail. Mais il y a ce que j'appelle une métaconception, c'est-à-dire une norme qui va qui est fondatrice, si vous voulez, de toutes les conceptions individuelles. Et c'est la métaconception de la justice démocratique. C'est l'idée que les individus comprennent bien que eux, ils ont un avis sur comment il faudrait organiser, prendre telle décision, le collectif de travail, les grandes décisions, les petites décisions de la vie de l'entreprise, de l'organisation. Ils comprennent bien qu'ils ont un point de vue, eux, mais ils parlent aussi avec leurs collègues. Ils savent que les autres n'ont pas nécessairement le même avis. Les gens sont assez confiants en ça. Mais ils comprennent aussi qu'ils ne voient pas pourquoi l'autre serait plus légitime dans sa position. Et donc, l'idée, c'est que dans les milieux de travail, il y a une fort bonne intelligence, je dirais, de ce pluralisme et de la nécessité, en fait, de la légitimité de chacun à pouvoir participer, à peser sur les règles qui vont s'imposer à soi-même et au collectif. Si vous rentrez dans cette logique, en fait, vous vous trouvez face à la nécessité de réinterroger la compréhension que nous avons des milieux de travail, l'organisation au sens large, l'entreprise. Je parle d'entreprise parce que je pense qu'il y a, et là, je suis bien dans l'école de Francfort, je pense qu'il y a un problème spécifique avec le capitalisme, et donc ça m'intéresse de pouvoir penser l'entreprise capitaliste. Mais ce constat, évidemment, on va le retrouver partout, dans les milieux non-profit, dans le tissu associatif, que sais-je. L'entreprise, alors, donc, et je vais maintenant me concentrer sur l'entreprise capitaliste, l'entreprise, si vous rentrez dans cette logique, vous devez faire un effort de requalification, en quelque sorte, de ce qu'est l'entreprise. On a cru longtemps, on croit toujours en général, que l'entreprise, c'est une organisation économique. Et en fait, c'est aussi idiot de dire que l'entreprise est une organisation économique que de dire que l'État serait une organisation économique. Tout le monde sait bien que l'État, évidemment, est concerné par des transactions économiques et financières extrêmement importantes. Il y a des dimensions économiques à la vie de l'État qui sont incontestables et qui sont fondamentales. Est-ce que nous réduisons notre compréhension de l'État à ces dimensions économiques? Ben non, bien sûr. Nous savons que vis-à-vis de l'État, nous pouvons porter des attentes en matière de justice, que chacun, nous avons des attentes par rapport à sa démocratisation, au service qu'il rend, etc. Et c'est pleinement légitime et accepté. L'idée, c'est de comprendre qu'au fond, peut-être que, c'est l'hypothèse que je fais, c'est qu'il est peut-être plus
valide, descriptivement, mais aussi que ça va nous ouvrir plus de pistes pour penser la suite, de penser que les entreprises sont des entités politiques. Elles ont des dimensions économiques, mais elles sont en fait des entités politiques, des lieux de pouvoir qu'il faut penser comme tels. Et alors là, on n'est pas dans un vide, évidemment. Si on se dit ça, et qu'on voit, un peu pris en sandwich, si vous voulez, d'un côté, cette étude pratique de l'expérience du travail comme une expérience qui est pétrie par cette attente de justice démocratique, cette intuition qu'ont les travailleurs de pouvoir peser sur ce qui les concerne. Et d'autre part, un contexte social général qui est le contexte dans le monde occidental de société à culture démocratique stabilisée, en phase de stabilisation, c'est-à-dire maintenant ça fait en Europe 2, 3, 4 générations où on est avec le droit de vote quand on est un homme et une femme, mais donc c'est pas des trucs très très anciens en fait. Mais aujourd'hui, les enfants qui naissent dans nos sociétés européennes, ils se sentent comme des individus égaux en dignité, en droit. Article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est au fondement de leur culture, ils s'attendent à l'école à pouvoir peser sur ce qui les concerne. Il y a un effet de la culture. Et c'est loin d'être négligeable. Et les individus, évidemment, amènent ça dans leur expérience de travail. Et donc, ce qu'on peut comprendre, c'est qu'au fond, on est face à une sorte de difficulté aujourd'hui dans le travail, dans les entreprises, qui est que le travail est toujours gouverné selon des principes domestiques. Hein, je parlais tout à l'heure de ce milieu clos, où le donneur d'ordre a tout pouvoir, le domus, le maître de la maison, c'est lui qui décide, et l'exécutant, son esclave, n'a rien à dire. Il ne viendrait même pas à l'idée de peser sur la décision, la proposition de tâches qu'on lui offre. Et ça, c'est quand même encore la manière très classique que les entreprises capitalistes déploient, et que la théorie économique de la firme soutient en disant il y a un principal, il y a des agents, le principal c'est celui qui apporte du capital et les agents ce sont les représentants du principal qui mettent en œuvre des disciplines de travail dans l'entreprise. Ça va être le management. Ça reste, si vous voulez, la manière dominante de penser le pouvoir au fond dans l'entreprise, même si les économistes n'aiment pas vraiment parler de pouvoir, sauf de pouvoir de marché, mais pas de pouvoir dans l'entreprise. D'autre part, il y a cette culture démocratique, si vous voulez, qui fait en quelque sorte irruption dans le travail. Donc là, j'ai pas assez de temps pour expliquer, mais qu'effectivement, je pense qu'il faut prendre la mesure que dans une économie de service, le travail se passe dans l'espace public. C'est-à-dire que les individus au travail vont mobiliser leur culture de l'espace public dans les interactions au travail. Et ça ne veut pas dire, parce que parfois je suis mal comprise, que ça se passe tout bien et que je dresse un beau tableau de comment ça se passe quand un client vient demander un service. Non, les caissiers de supermarché, par exemple, sont en première ligne pour voir que ça ne se passe pas vraiment bien tout le temps, qu'il y a beaucoup de tensions, que ça peut être très désagréable, très méprisant d'être confronté au client. Mais le point, c'est de saisir que ce n'est pas tant le client, c'est que le travailleur voit le client, qui est un tiers, qui, si vous voulez, fait irruption dans le travail, dans le contexte classique du travail, qui était un milieu fermé, effectivement, de type privé, et voit ce client, le client joue un rôle d'opérateur de la mobilisation de la culture démocratique. Et quelle est la normativité, si vous voulez, là, qui est centrale? C'est l'expérience de l'égale dignité, l'attente de la reconnaissance de l'égale dignité. Être un égaux en dignité et en droit. Eh bien, les travailleurs, quand ils sont confrontés à un client, maintiennent, si vous voulez, cette attente du respect de leur égalité en dignité et en droit. Ils sont dans l'espace public, si vous voulez. Ben oui, mais les milieux de travail ne sont pas organisés pour respecter ça. Et le problème, il est énorme, il est vaste, puisque tous les mots qu'on a pour parler de ça nous font immédiatement glisser. D'un côté, économie, la norme de la maison, vous signez un contrat de travail, vous souscrivez un principe de subordination, vous êtes de rang inférieur, l'économie de service, elle vient de servitude, l'esclavage. Donc,
tous les termes que nous avons pour parler du monde, de ce qui nous occupe là, nous renvoient, si vous voulez, à la sphère privée qui est bien éloignée des principes d'une société fondée sur un principe d'égalité, qui est le principe régulateur de la démocratie. Donc, alors, je vais passer ça. Je reviendrai peut-être, mais effectivement, donc, moi, la manière dont je comprends, alors ça c'est plus le programme de recherche si vous voulez, mais c'est de voir que, au fond, on est pris aujourd'hui dans une sorte de contradiction capitalisme-démocratie. Dans l'héritage marxien, on s'est beaucoup concentré sur la contradiction capital-travail. Je pense qu'aujourd'hui, il faut regarder très sérieusement à la contradiction capitalisme-démocratie. C'est quoi? C'est ce qui me permet de dire, alors, de manière ramassée tout ce que j'ai dit jusqu'à présent. C'est l'idée que nous vivons une tension énorme, une contradiction, dans le fait que, d'une part, nous organisons notre champ politique en référence à l'idéal démocratique, qui est fondé sur le principe d'égalité, et d'autre part, nous organisons notre champ économique en référence à un principe capitaliste qui veut que les droits politiques sont réservés à un tout petit groupe de personnes, ceux qui ont du capital. Mais le capitalisme, c'est bien ça, avant d'être un problème économique, de nouveau, c'est un problème politique. C'est qu'est-ce qui est attaché à la détention du capital. C'est ça qui nous intéresse. Mais ce sont des droits politiques. C'est le droit d'organiser les milieux de travail. C'est ça l'enjeu principal à mon sens. Et donc, ce qu'il faut, la logique dans laquelle je rentre là, c'est une logique où je me dis, ben tiens, les acteurs vivent leur expérience de travail comme ça. Ils ont cette attente de pouvoir peser sur les décisions qui les concernent. Les milieux de travail ne sont pas du tout organisés comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? J'ai un horizon normatif qui est l'horizon de contribuer à l'émancipation. Je vous ai dit, sciences sociales critiques. Contribuer à la capacité de la démocratie à approfondir son projet démocratique. Donc, ma compréhension des choses, c'est que finalement, l'entreprise, le travail, il faut le mettre dans une sorte d'histoire très longue, et donc j'ai passé ça et on pourrait y revenir, mais une histoire longue d'émancipation du travail, de sa sortie lente de l'espace privé. Et on peut lire l'histoire des relations industrielles comme cette histoire-là. Et aujourd'hui, nous sommes confrontés à la question de savoir si nous voulons que les entreprises accèdent réellement, dans leur gouvernement, à une appartenance à l'espace public, qui compléterait, si vous voulez, leur appartenance réelle, pratique. Parce que, si vous interrogez les travailleurs, eux, ils savent qu'ils sont dans l'espace public quand ils sont en train de servir un client. Vous avez sans doute entendu, mais je ne sais pas quel est exactement tout à fait vos pratiques, mais en Europe et au Canada aussi, il y a beaucoup de discussions intéressantes sur les moyens de mobiliser les travailleurs dans les entreprises. Il y a une série d'ouvrages qui depuis la sortie en 2009 de Freedom Incorporated, qui a été traduit La Liberté et compagnie par Isaac Getz et Brian Kearney, d'ouvrages qui sont maintenant enseignés dans les écoles de management qui montrent combien les entreprises qui performent sont les entreprises qui aplatissent la ligne hiérarchique, qui donnent du pouvoir à leurs travailleurs, qui les autonomisent, qui les mettent en position en fait de peser sur les décisions du travail. Ça m'intéresse énormément de voir ça, parce que qu'est-ce qu'on voit là-dedans? On voit qu'il y a une réappropriation par les entreprises de la critique politique du travail. Les entreprises voient bien que les travailleurs veulent peser sur leur vie au travail et que c'est dans une économie de la connaissance, une économie de service, la meilleure manière de mettre les gens au travail, c'est de leur donner un maximum d'autonomie parce que c'est eux qui sont les meilleurs experts de leur réalité. Mais le diable est dans les détails, évidemment. Et cette distinction gérer-gouverner, effectivement, on y a déjà fait allusion ce matin, André en a parlé. Je crois que c'est fondamental de voir qu'il y a là un enjeu. Tous ces ouvrages, toutes ces techniques de management qui sont offertes maintenant dans les écoles de commerce sont des techniques pour mieux gérer, pour faire participer les travailleurs à gérer le travail, à gérer l'entreprise.
c'est intéressant, ça vaut la peine. Effectivement, ça rend plus productif l'entreprise, c'est magnifique. Mais c'est vraiment pas suffisant. C'est pas suffisant pourquoi? Parce que on peut le lire comme une sorte d'enrôlement des travailleurs dans les projets du capital. C'est toujours faire peser les travailleurs sur les moyens. Mais les fins, les finalités de l'organisation, c'est pas du ressort des travailleurs. L'enjeu, c'est, si on prend au sérieux le principe démocratique, c'est de mettre les travailleurs en position de pouvoir participer à gouverner leur vie au travail, à gouverner l'entreprise qui est cette entité politique dans laquelle ils sont partie prenante. Et gouverner, ça veut dire pas seulement peser sur les moyens, mais c'est pouvoir peser sur les fins. Et à ce moment-là, commencera à faire un peu son chemin le fait de parler de démocratie économique. Le jour où tous les travailleurs sont, dans leur organisation de travail, en capacité de peser de manière déterminante sur les fins de l'organisation et ses moyens, alors ça commence à ressembler à un principe démocratique dans le champ économique. Je vais terminer donc par un petit peu de design institutionnel, juste pour le plaisir de vous montrer comment on peut opérationnaliser ce genre d'idée. Pas pour vous dire que j'ai trouvé la formule idéale, au contraire, mais pour vous dire que la théorie et pratique sont effectivement intimement liées, et autant il faut que les théoriciens puissent être les deux pieds dans la pratique. C'est une critique qu'on peut faire à beaucoup d'approches scientifiques, entre autres la théorie économique standard, mais autant ceux qui sont dans la pratique, ou ceux qui ont une inclination, je pense, vers la pratique, les pragmatistes, il faut les encourager aussi à remonter dans la conceptualisation de choses plus structurelles, je pense. Et parce qu'ici, au fond, ce que l'on touche, c'est la question des structures de pouvoir, l'architecture du pouvoir. Évidemment, c'est fondamental si vous voulez permettre aux travailleurs de peser sur le gouvernement, et pas seulement être pris dans la gestion, il faut aller poser la question des structures de pouvoir. Et qu'est-ce qu'une entreprise capitaliste? J'ai encore 3 minutes, c'est ça? Qu'est-ce qu'une entreprise capitaliste? Ben, au fond, et là j'apporte un vocabulaire de théorie politique, c'est une entreprise monocamérale de capital. C'est-à-dire c'est une structure politique où il y a une chambre du législatif. La chambre du législatif, celle qui va prendre les lois de l'entreprise, eh bien c'est le conseil d'administration, de la corporation. Et là, je n'ai pas le temps, mais entre la corporation et l'entreprise, la firm, donc la société anonyme et l'entreprise, il y a ces deux entités très différentes. Raison pour laquelle les juristes comme Jean-Philippe Robé vous disent que c'est un abus de langage absolu quand quelqu'un dit « mon entreprise », non, monsieur, vous possédez des parts dans une société anonyme. La seule chose que vous possédez, c'est des parts d'action. Mais vous ne possédez pas du tout une entreprise. J'ai pas le temps d'en parler plus longtemps, mais je dois quand même le mentionner parce qu'évidemment, ça fait partie de ce qui rend possible le raisonnement que je vais tenir. Donc, une corporation, c'est ça. Et en fait, elle se met en position, elle prétend qu'avec ça, elle va gouverner l'entreprise. L'entreprise, c'est quoi? C'est la totalité des rapports qui vont découler d'une structuration du capital et le contrat de travail qui sont passés avec les travailleurs. Le droit du travail, le droit des sociétés, c'est deux types de droits complètement différents. Et ici, la question sur laquelle je travaille pour le moment, c'est comment penser un droit de l'entreprise qui n'existe pas en droit. Il y a deux choses différentes. Il n'y a pas de droit de l'entreprise. Donc évidemment, il n'y a pas de droit de l'entreprise. Ben oui, puisqu'on ne reconnaît pas que l'entreprise est une entité politique. Mais donc, il y a un conseil d'administration. Il représente en fait les délégués de ceux qui ont apporté du capital, l'Assemblée générale des actionnaires, et c'est lui qui désigne le top management de l'entreprise et qui fait ses lois. L'idée, c'est de penser que si vous regardez le monocamérisme dans l'histoire, vous voyez que quand un groupe social détient tout pouvoir, il y a eu une technique de design institutionnel qui a permis d'amorcer un processus de démocratisation. Et c'est le bicamérisme. C'est un principe que l'on trouve dans la Grèce antique, c'est un principe que l'on trouve dans l'histoire moderne. Le bicamérisme, c'est un principe qui permet que vous avez une chambre des lords qui est reconnue comme voilà, la chambre qui représente ceux qui possèdent les terres de l'Angleterre, mais à côté, vous avez une chambre des commons qui rassemble
toutes sortes d'autres parties prenantes clés qui sont en fait tout aussi déterminantes à la survie de l'Angleterre. L'idée, c'est de voir qu'on peut faire cet exercice, si on reconnaît que l'entreprise est une entité politique, on peut la projeter dans une histoire de la démocratisation de nos sociétés, et c'est une histoire de très long terme, on parle de milliers d'années, hein, dans lequel, au fond, l'entreprise telle qu'on la connaît aujourd'hui, si on prend la Crown Corporation, elle est comme si l'Angleterre était gouvernée par la seule Chambre des Lords. Un conseil d'administration, c'est les représentants de ceux qui, en fait, possèdent des parts. C'est les propriétaires, pas des terres. Maintenant, on a des choses un peu plus évoluées, sur des parts de sociétés anonymes, mais ce sont les lords. La question, c'est de se dire, ben, où est le commons? Où est le peuple de ceux qui travaillent, ceux qui apportent leur personne, leur investissement personnel dans l'entreprise? Et la proposition sur laquelle j'ai commencé à travailler, et qui est dans ce livre Gouverner le capitalisme, avec un point d'interrogation, c'est de penser qu'on pourrait donner le même droit qu'ont les actionnaires. Le même droit, on ne retire aucun droit aux actionnaires, simplement on étend la jouissance de droit à ceux qui n'en avaient pas. Et c'est le principe de l'émancipation séculaire, c'est étendre le droit de vote aux Noirs, parce qu'il y avait que les Blancs qui l'avaient, étendre le droit de vote aux femmes, parce qu'il y avait que les hommes qui l'avaient, et bien étendre le droit de vote aux travailleurs, parce qu'il n'y avait que les apporteurs en capital qui l'avaient. Les travailleurs, dans cette perspective, obtiennent le droit de pouvoir élire leurs représentants, de telle sorte que le top management de l'entreprise et toutes les décisions de l'entreprise deviennent maintenant le fruit d'un accord, si vous voulez, de 50% plus une voix, d'une majorité dans chaque chambre, ce qui fait que le gouvernement exécutif de l'entreprise, ce top management, va commencer à prendre évidemment beaucoup plus en considération les intérêts, les besoins des travailleurs, et que l'on peut penser une perspective où l'intuition critique de la démocratie, de la justice démocratique dans le travail puisse commencer à se déployer. Voilà, merci beaucoup.